juste dédicacer ce colloque à la mémoire de mon frère Arik Delouya, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui a vécu dans un kibboutz pendant 8 ans, qui m'a amené en Israël quand j'avais 14 ans et qui m'a inspiré ce colloque. C'était un grand sociologue, pas simplement au niveau de la recherche, il travaillait aussi au CNRS, mais il a assuré l'image d'Israël au Maroc en ramenant toute une série de méthodes délicates et performantes au niveau de l'agriculture et des serres. Et il m'a vraiment inspiré ce colloque, donc voilà. Et je vous souhaite de trouver une inspiration dans ce colloque et que ce soit fructueux pour tout un chacun. Et je vais introduire Dr Daniel Benita, qui a été mon soutien permanent pendant la formation de ce colloque. Merci infiniment. Merci de votre présence. C'est très gentil. Voilà. Comme disait Vanessa, qui est ma co-réalisatrice, on a encore plus de monde évidemment. Ce que je veux vous dire, c'est que le thème que nous développons, c'est la réussite en Israël. Or, le thème de réussite est assez ambigu parce qu'on peut réussir dans la vie et réussir sa vie. Réussir dans la vie, ça voudrait dire avoir une acquisition matérielle, une belle maison, une belle voiture, une belle situation, une belle entreprise, etc. Et réussir sa vie, c'est se réaliser. Donc je pense que c'est sur ce deuxième, versant que notre colloque va développer la chose. C'est important, bien évidemment, que toutes les personnes qui ont des potentialités puissent les mettre en exergue. Je disais justement à Daniel, ici présent, que quand je fais un check-up, si vous voulez, de la société israélienne, je m'aperçois, à l'issue du discours long et exhaustif, que très souvent, les gens n'utilisent que 1%, 2% de leur potentialité. Mais évidemment, c'est très triste d'entendre, par exemple, qu'un ami était bijoutier en France et qu'il est devenu chauffeur de bus, alors qu'en fait, à l'issue d'un entretien, on s'aperçoit qu'il a des possibilités pour devenir patron d'une très grande entreprise. Et c'est très, très, très dommage. Et donc, en fait, le but, c'est réussir sa vie, sous-entendu, sa propre vie, pour être au maximum de ses potentialités. Alors, nous avons la chance d'avoir des quantités d'intervenants qui, bien évidemment, vont nous aider à catalyser toutes les potentialités que chacun a en soi. Et ça, c'est le but de ce colloque. Je vous remercie infiniment. Alors, nous allons commencer avec Daniel Guggenheim, ici présent, qui a immigré en Israël en 86, qui est conseiller économique, qui a eu un doctorat sur les modèles financiers face aux entreprises en difficulté, qui a enseigné dans des grandes écoles commerciales comme HEC, ISG, qui a publié de nombreux articles dans la presse financière européenne, qui a enseigné à Bar-Ilan et qui est depuis 5 ans conseiller économique à Kalita TV, chroniqueur sur I24, Radio Judaïka Bruxelles et dans diverses publications dans la presse économique en Israël et en France. Je vous donne la parole. Bonjour. D'abord, vous avez oublié, Vanessa, de dire que j'ai travaillé 30 ans à ce qui s'appelle en hébreu Reshut נייarot Areth, c'est-à-dire en français l'autorité des marchés financiers, la COB. Et donc, ce que je fais maintenant en tant que conseiller économique à Kalita, c'est la suite de ce que j'ai fait là-bas pour conseiller les épargnants. Après cette petite réflexion, je voudrais d'abord remercier beaucoup Vanessa et j'espère que le nombre de participants, qui ne fera que s'agrandir, sera proportionnel aux efforts que vous faites depuis plusieurs mois pour organiser ce colloque. Merci. J'espère, en disant la chose suivante, que vous êtes en fait la digne élève, la continuité du premier ministre en Israël, Ben Gurion. Pourquoi je dis ça? J'ai appris récemment que lorsque Ben Gurion fut le premier ministre en Israël et qu'il fallait faire un budget, il a dit: je veux que de toute façon, il y ait 1,5% du budget qui soit pour la recherche. Alors les gens lui ont dit: mais il n'y a pas de quoi manger.
il a vu loin, il a dit oui, mais je veux qu'Israël devienne, il n'a pas dit le mot Startup Nation, mais il voulait déjà à ce moment-là voir qu'Israël soit un endroit de recherche, un pays où la recherche est très avancée. Et on peut dire, je vais expliquer ici, démontrer qu'il était prophète à ce niveau-là et qu'il peut être tranquille sur les résultats d'Israël à ce niveau. Je voudrais dire que la raison pour laquelle j'ai été invité à ce congrès est le fait qu'à ma gauche, il y a David, qui fait partie du même groupe financier que moi, et il a lancé dans le groupe une question: est-ce que quelqu'un pourrait parler sur les startups en Israël? Et comme Vanessa a eu la gentillesse de le rappeler, je donne depuis maintenant plus de 3 ans une chronique à la radio judaïque à Bruxelles sur l'économie, et il demande à ce que la moitié de ma chronique soit dédiée, consacrée aux startups en Israël. Et je trouve beaucoup de choses à dire chaque semaine. La première chose que je veux dire à ce niveau-là, c'est que j'ai assisté, comme beaucoup sûrement ici, au débat il n'y a pas longtemps entre Le Pen et Macron pour la présidentielle en France. Et j'étais stupéfait que Macron s'est félicité. Peut-être j'ai mal compris, mais c'est en tout cas le chiffre que j'ai vu. Il a parlé qu'il y aurait en France quelques dizaines de licornes, c'est-à-dire des entreprises qui sont start-up et qui ont plus qu'1 milliard de dollars. Moi, depuis que je fais mon émission, presque chaque semaine, il y a une nouvelle licorne en Israël. C'est-à-dire que des investisseurs du monde entier sont prêts à acheter une société israélienne pour plus de 1 milliard de dollars. Il y a bien entendu des sociétés qui valent beaucoup plus que cela, et qui sont d'ailleurs souvent cotées en bourse. Et donc, c'est impressionnant, surtout par rapport à un pays, par exemple, comme la France. Maintenant, je voudrais donner des chiffres pour montrer le réussite aussi de la haute technologie en Israël, du réussir en Israël. Surtout que cette dernière année, on en voit souvent dans la presse des propos comme quoi la haute technologie dans le monde, et en particulier en Israël, serait en crise. Il y a souvent celui qui voit les journaux financiers, des articles disant telle entreprise a licencié telle personne, que ce soit des entreprises israéliennes ou des entreprises qui ont investi ici, et les gens se donnent l'impression que ça va mal au niveau de l'emploi dans le high-tech. D'après ce que, en tout cas, la conclusion que j'arrive à avoir à ce niveau-là, et je l'ai lu une analyse et je l'accepte, c'est qu'il y a une conjonction entre, d'une part, la presse et d'autre part, les entreprises de high-tech en Israël qui voudraient bien faire baisser les salaires pour montrer qu'il y a une crise. Mais en fait, les chiffres, des chiffres que je vais montrer, montrent que ce n'est pas du tout le cas. Et quand vous entendez une entreprise, comme ça arrive toujours, qui licencie, ou des entreprises qui s'éteignent, il y en a autant, voire plus, qui vont embaucher les mêmes personnes qui ont été maintenant licenciées. Par exemple, justement cette année 2022, on dit qu'il y a une crise. Alors, les chiffres sont comme ça. Depuis le début de l'année 2022 jusqu'à ces chiffres juillet, c'est-à-dire à peu près 6 mois, les 6 premiers mois de l'année, en Israël, si je compte ce qu'on appelle les collectes de fonds, qui soient à la bourse, qui soient des étrangers qui viennent investir ici, ou qui soient des exits, c'est-à-dire des entreprises qui sont vendues à des investisseurs étrangers, la somme dans les 6 premiers mois ici est de 21 milliards de dollars. C'est-à-dire que sur l'année, ça ferait 42 milliards de dollars. C'est la deuxième meilleure année de collecte de fonds depuis qu'on a des chiffres. Donc c'est impressionnant. Il y a eu, si on voit d'ailleurs les 3 dernières années, ce chiffre devient même de 115 milliards de dollars. Donc les entreprises en Israël de start-up, mon voisin sûrement aussi, a de quoi faire face à beaucoup de problèmes, et en vérité, il n'y a pas de crise de fonds, en tout cas pour ces sociétés-là, et ils continuent à faire des projets et à embaucher des gens et à vivre et à exporter. D'ailleurs, si je parle de l'exportation, Israël, la première année en 2021, a eu plus d'exportation du point de vue du service que de point de vue des marchandises. Et c'est dû à la haute technologie. Vous savez tous, et beaucoup de Français se plaignent, que l'euro baisse par rapport au shekel.
Il y a eu pendant des années des efforts de la Banque d'Israël de faire baisser le shekel pour qu'il devienne plus concurrentiel. Maintenant, la Banque d'Israël a arrêté de faire ça, mais le shekel s'est renforcé considérablement ces dernières années. C'est dû en grande partie à cet afflux de capitaux qui arrivent à Israël dans la haute technologie, dans ce qu'on parle de ce qu'on a réussir en Israël. La réussite du shekel, c'est le réussir en Israël. Donc, ça c'est au niveau macro. Maintenant, je voudrais terminer cette brève présentation par quelque chose, je ne sais pas qui a entendu ici, j'en ai une fois ou l'autre parlé, mais la presse israélienne en reparle maintenant beaucoup à l'approche de Rosh Hashanah de la semaine prochaine. À Rosh Hashanah, beaucoup de gens ont l'habitude de prendre la pomme et de la tremper avec du miel. Maintenant, il y a quelqu'un en Israël, d'ailleurs il s'appelle Devash, Ophir Devash, pour la première fois de sa vie, il va manger de son propre miel à Rosh Hashanah. Il n'y a que lui qui a le droit de le faire en Israël. Il n'a même pas de le distribuer, j'ai expliqué pourquoi. Il a réussi cette année, c'est une entreprise qu'il a fait en 2021, avec sa sœur d'ailleurs, qui était une grande scientifique. Et d'ailleurs, ils ont une coopération avec l'Institut Weizmann et avec l'MIT aux États-Unis. Au courant de cette année-là, donc un an après l'heure qu'ils ont commencé, ils ont réussi la première fois au monde, il n'y a personne d'autre que lui, à faire du miel, et, tout à fait sans avoir besoin des abeilles. Mais ce n'est pas du miel qu'on croirait artificiel au point de vue qu'il a mis plein de choses qui seraient mauvaises pour la santé. C'est uniquement fait par des moyens naturels. Il a réussi à retrouver le processus, comment les abeilles font du miel pour arriver à faire le vrai miel. Bien entendu, il a réussi à faire une usine qui fait ça. Il en fait, pour l'instant, il est capable d'en faire 3 tonnes par semaine, c'est-à-dire par an 150 tonnes, et ça représente 3,5% de ce que les Israéliens pourront consommer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme en Israël, la bureaucratie du ministère de la Santé est très importante, il va commencer d'abord à le faire aux États-Unis. Ses patents sont acceptés aux États-Unis, ses brevets ont été acceptés aux États-Unis, et il va commencer à vendre, je pense, dans un an et demi, aux Américains, du miel, qui a très bon goût, bien entendu, qui est très très sain, et il pourra servir, bien entendu, également pour tout ce qui est pharmacie et tout ce qui est cosmétique. Tout cela, son miel pourra servir. Maintenant, puisque j'ai à côté de moi le président de Watergen, je voudrais dire que le directeur... Bon, pardon. J'aimerais, mais bon. Ouais. En fait, il a expliqué récemment dans une interview qu'il a donnée cette semaine à la presse israélienne qu'il n'est pas contre ceux qui font les ruches d'abeilles qui font pour le miel, les gens qui travaillent dedans. Il a d'ailleurs, ce qu'il fait représente la production de 4500 ruches. Il dit qu'en fait, depuis 20 ans, il y a eu le tiers des abeilles dans le monde qui a disparu. Parce que lorsqu'on fait du miel, il y a beaucoup d'abeilles qui meurent, etc. Et en vérité, ce qu'il fait, lui, est quelque chose d'avenir pour le monde entier. Il va d'Israël, la lumière va sortir, c'est qu'en fait, ce problème-là, il va pouvoir, à terme, donner du miel pour et le faire, qui pourra remplacer, ou une grande partie en tout cas, du miel produit par les ruches. Il dit qu'il n'est pas du tout en concurrence avec ceux qui sont des ruches, ceux qui font le miel de façon habituelle, mais lui, la façon dont il pourra le faire fait qu'il y a un manque de toute façon sur le marché. C'est ce manque-là qu'il va lui remplacer par sa production et par ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, il commence maintenant à faire ça, comme il a fait pour le miel, et comme il est marqué dans la Bible, nous sommes le pays du lait et du miel. Il veut faire la même chose pour le lait, bien qu'il y ait déjà une entreprise en Israël qui l'a fait aussi, mais lui par un autre procédé. Et donc, je voudrais terminer en disant à tous souhaiter une bonne année, qu'elle soit douce comme le miel et qu'on soit dans le pays du lait et du miel. Merci. Alors, s'il y a des questions dans la salle, je voudrais que les questions interviennent après chaque intervenant, de façon à ce qu'on ait un fil conducteur et qu'il y ait quelque chose d'interactif. Bonjour. Oui. J'ai écouté attentivement vos propos, fort intéressants. En parlant d'import-export,
justement, j'ai souligné le succès concernant le miel, mais justement, compte tenu du fait que le shekel est très fort, et on parle de l'exportation, moi je veux bien qu'on parle de réussite, mais du coup, la concurrence est là, et là-dessus, je n'ai rien entendu. Donc, il y a une baguette magique, parce qu'il y a quand même une concurrence. Et donc, cette concurrence, elle s'impose, économiquement parlant, j'entends. Cet import-export se traduit comment? Je n'ai pas entendu cela. J'aimerais bien que vous me précisiez ce qu'il en est. Merci. Oui, vous faites une très bonne remarque. Et je voudrais, en vérité, je dis toujours, il faut laisser les faits parler. C'est-à-dire, si on voit depuis plusieurs années, le shekel se renforce, et pourtant Israël maintenant, c'est un des rares pays, non pas seulement qu'il n'a pas un déficit budgétaire, mais il a une balance de paiement qui est positive. Donc le fait que le shekel soit très fort, apparemment, n'est pas un problème. Et pourquoi? Si on regarde les chiffres, qu'est-ce qui se passe? Israël, point de vue de la haute technologie, il y a des secteurs où elle est tellement avancée par rapport au reste du monde que même si le shekel augmente comme il augmente, ça ne gêne pas les exportations. Je donne un exemple, que ce soit dans le cyber, dans la fintech, dans tout ce qui est désertification. Israël est tellement avancé par rapport au monde entier, il faut savoir, je ne l'ai pas dit, il y a 25% des gens qui travaillent dans la haute technologie en Israël qui sont employés par des investisseurs étrangers. Donc, à tel point qu'Israël est recherché en Israël. Ça représente 3,5% du pourcentage de tous les employés en Israël. Et c'est effectivement, je me suis souvent posé cette question-là, et les économistes aussi, et l'Institut des statistiques a fait des enquêtes là-dessus, a fait des analyses, pourquoi ça arrive, et la raison est comme ça, c'est que même si effectivement, par exemple, le shekel par rapport à l'euro, c'est de 20-25% ces dernières années augmenté, et par rapport au dollar un peu moins, quand même, du fait de la vente technologique d'Israël, tellement son renom dans le monde, dans les secteurs dont je viens parler, fait que ça n'est pas un problème par rapport à eux. Il faut dire aussi, si vous voyez, quand vous parlez tout de suite de la force de l'euro, de shekel, pardon, ça veut dire moins d'inflation qu'ailleurs, d'accord? Et donc, les coûts sont moins forts. Et je pense aussi que le coût de la main-d'œuvre, généralement en Israël, et également les prix des matières premières, puisque le shekel augmente, fait qu'on voit des chiffres, que même l'inflation ce mois-là était moins 0,3, alors qu'aux États-Unis, c'était moins 0,1. Et en Europe, l'inflation reste très forte. Et je disais justement que moi, ce que je vois, c'est que quand on est en Israël, il y a des problèmes de la vie chère et autres, mais il y a cette croissance, il y a ce réussir en Israël qui fait que moi, je suis allé en France la semaine dernière pour 2 jours. J'ai vu l'inquiétude, j'ai parlé dans la communauté juive, mais également avec des non-juifs, chauffeurs de taxi. Ils sont très, très inquiets. Ils ne savent pas comment ils se terminent l'hiver. Ils ne savent pas il manque des produits. Ici, il n'y a rien qui a manqué. Et bien que, encore une fois, le fait que le shekel soit fort, ça arrive dans certains pays comme ça, comme la Suisse, si vous voulez, que si on est c'est connu dans l'économie, si on est à un certain point, c'est-à-dire de concurrence bonne, alors même si la monnaie est forte, en vérité, ça pousse au fait qu'on reste concurrentiel. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous avez parlé de unicornes qui existent, qui viennent de partout du monde entier pour investir en Israël. Est-ce qu'il y aurait un genre de centre où on pourrait rejoindre ces personnes-là? Est-ce qu'il y a un répertoire à qui s'adresser pour faire une présentation pour un projet? D'abord, M. Dan m'a dit que cette semaine, il organise un congrès comme ça s'appelle Planet Tech, où il y aura des gens qui vont venir de l'étranger, Bouygues et Total Energy vont venir pour la première fois trouver comment en Israël on fait de l'énergie renouvelable. Donc maintenant, il y a par exemple en Israël ce qu'on appelle l'autorité de la rénovation et qui aide énormément les projets et qui essaye de mettre les gens et les investisseurs et ceux qui doivent faire les projets en communication. Maintenant, par rapport à si quelqu'un, en tant que cherche du travail, peut-être c'est votre question là, dans la haute technologie, où il consulte la presse, où il regarde des sélecteurs de tête, ou bien il va dans les congrès, où là-bas il peut rencontrer des gens et se proposer.
Merci. Si je peux me permettre une seconde, il y a une réponse très concrète à votre question. Aujourd'hui, il y a des organismes comme le Startup Nation Finder, comme l'autorité d'innovation israélienne, comme d'autres, plein d'organismes qui regroupent tous ces grands groupes internationaux dans une sorte de répertoire, et vous pouvez trouver leur nom. Et dans ce Startup Nation Finder, vous avez toutes les startups en Israël selon leur industrie, tous les corporates qui existent en Israël selon leur industrie, et vous avez aussi les contacts des personnes chez qui vous pouvez présenter vos projets. Il y a tout en une plateforme. Donc après, il y a plein d'autres accès pour chercher. Lorsqu'on conseille des jeunes ou des moins jeunes qui essayent de trouver du travail sur le marché israélien, c'est la première chose que je leur dis de faire. Allez voir quels sont les domaines d'activité dans lesquels vous êtes fort ou vous voulez rentrer, et après chercher des startups, et après on vous mettra en contact avec ces gens-là pour peut-être s'il y a une opportunité de travail là-bas. Mais aussi pour des personnes qui cherchent des fonds chez ces corporates-là, chez ces grands groupes-là. Et là, je pense que c'est le plus concret, c'est d'aller voir ces plateformes-là. Ça résume tout, et il y a tout le monde sur ces trucs-là, ils peuvent vous aider. Ça s'appelle Startup Finder. Startup Nation Finder. Voilà, excellent. Merci. Ok, c'est tout l'enjeu de ce colloque, c'est de créer des médiations. Donc j'espère que vous allez pouvoir échanger des cartes aujourd'hui et garder des contacts avec les intervenants de façon à dédramatiser justement ce qui est dit dans la presse. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut éteindre la télé de temps en temps. Alors, on va passer à la deuxième intervenante, qui est juste là à ma droite, Sarah Perle Ben Ezra, qui vient d'Amiens, qui a émigré en Israël en 2005. Elle est chargée de mission à Arava, qui est un institut pour l'environnement, dont le siège est au kibbutz Katura. Elle a un master de philosophie de la Sorbonne et elle va vous en dire un peu plus. Merci beaucoup. Bonjour, Boker Tov. Donc je m'appelle Sarah Perle et en fait, je vis en Israël donc depuis 2005. Je vais vous dire quelques mots un peu sur mon parcours pour que vous compreniez pourquoi je suis ici. Et je vais aussi vous parler de quelque chose d'un peu différent, j'avoue. Et je vais vous expliquer ce que fait la Arava Institute, donc l'Institut Arava. Donc je suis arrivée en 2005 de France, pensant rester 6 mois à peu près. Mon père est israélien, il a fait son alia quand il avait 17 ans, donc on a été élevés certes en France, mais venant en Israël extrêmement souvent. J'ai fait mon master en philosophie à la Sorbonne, parce que je suis la fille aînée d'une famille d'Algériens, donc il faut faire les choses bien. Et donc mes parents étaient fiers, je suis allée à la Sorbonne, j'ai fait mon master en philosophie, tout était très bien. Et il a fallu que je change un peu. J'avais besoin de respirer un petit peu, parce que justement, être la première dans une famille de juifs algériens, j'avais besoin d'espace. Et donc j'avais envie de désert. J'avais très très envie de désert parce que venant en Israël, on conduisait toujours de Herzliya à Eilat pour aller en vacances à Eilat et j'étais tombée amoureuse du désert. Donc j'ai cherché des programmes en Israël et c'est comme ça que je suis arrivée en Israël par la voie d'un programme Massa. Donc je pense que si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou des neveux et nièces peut-être qui sont passés aussi par là. Et donc moi c'était un programme Massa dans le désert. Après ce programme, j'ai décidé de rester. Et j'ai découvert une sorte d'un autre Israël. Je n'ai jamais vraiment eu un idéal d'Israël ou une idée idéalisée d'Israël, comme on venait très souvent et que mon père était israélien. Mais du coup, j'ai découvert autre chose. Et j'ai découvert en fait aussi l'esprit du désert. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la Arava Institute, qui est au kibbutz Ktura. Alors le kibbutz Ktura, c'est environ 50 km de Eilat, donc très au sud. Donc pour quelqu'un qui voulait le désert, je me suis bien trouvée. Et je voulais un environnement où je ne serais pas avec des francophones. J'avais très très peur de me retrouver bloquée dans une bulle de francophones. Et le programme à la Arava est en anglais. Et je me suis dit, très bien, je vais travailler mon anglais. Et en fait, le programme à la Arava, c'était déjà là en 2007 et aujourd'hui c'est encore plus grand. C'est un endroit qui en fait pense à notre région sans frontières, qui se dit si nous nous battons pour un territoire, si nous sommes si attachés à la terre, il faut aussi penser à l'environnement, à comment protéger cette terre, comment la regarder d'un point de vue différent et de se sentir responsable pour ce qui va arriver aux futures générations. Et donc, dans ce kibbutz qui a été créé en 1973 par des Olim des États-Unis, ils ont créé, il y a 25 ans, 26 maintenant je crois, la Arava Institute, pour justement regarder notre région d'un point de vue, j'ai envie de dire, plus doux, d'un point de vue aussi avec une responsabilité. Qu'allons-nous faire ? Parce que
vous avez cité Ben Gurion qui nous avait encouragé à to bloom the desert, à, je ne sais pas comment on dit ça en français. Voilà, merci beaucoup. Si je fais du franglais, excusez-moi. Mais en fait, il faut savoir quel est le coût environnemental de cette floraison et comment habitons-nous le désert de manière responsable et durable. Et donc, une partie, c'est évidemment les innovations, d'un point de vue... Alors, on sait qu'Israël est évidemment leader, donc on peut faire pousser des poivrons dans le désert, alors que le poivron, c'est quand même essentiellement de l'eau, avec un peu de couleur autour. Et donc, comment pouvons-nous développer l'agriculture dans le désert de manière durable? Comment aussi pouvons-nous regarder à des plantes qui sont d'origine désertique et justement en faire un marché? Mais aussi, en ce qui concerne... pour recycler les eaux usées, vu que justement nous n'avons pas assez d'eau. C'est quelque chose qu'on n'y pense pas quand on vit en Israël, parce qu'on a une technologie formidable, mais au bout du compte, on est quand même dans un désert et nous n'avons pas assez d'eau. Donc comment justement regarder à tous ces problèmes d'agriculture, de vie durable dans le désert et d'utilisation de l'eau de manière responsable, mais aussi d'un point de vue transfrontalier. Nous sommes un tout petit pays et en fait les seuls partenaires qui, de mon point de vue, sont vraiment, vraiment importants, c'est ceux qui sont de l'autre côté des frontières. Parce que c'est avec eux qu'on partage nos sources d'eau, c'est avec eux qu'on partage notre territoire, et donc comment faire? Et donc la Arava Institute, en plus de ce point de vue environnemental, est aussi un point de vue transfrontalier. Donc c'est une coopération avec des Palestiniens, avec des Jordaniens. Il y a aussi aujourd'hui des projets dans des camps de réfugiés en Syrie. Et donc, du coup, vraiment, j'ai envie de dire, s'enraciner vraiment dans cette région. Ne pas forcément toujours regarder du côté de l'Europe ou du côté des États-Unis, mais regarder ici dans la région. Qui sont nos partenaires? Avec qui pouvons-nous travailler? Donc, il y a vraiment un grand côté innovation dans l'Arava Institute et aussi un endroit où ils amènent des étudiants israéliens, palestiniens, jordaniens et internationaux. C'est là qu'en fait, je suis arrivée en 2007. Et donc moi, je travaille aujourd'hui avec les étudiants, je les aide à se comprendre et je les aide à trouver un peu leur voie dans tout ce que la Arava Institute fait d'un point de vue technologique et environnemental. Magnifique. Je crois que vous avez amené des illustrations. Oui. Sylvain, est-ce qu'on peut projeter pour Sarah Perle? Il y a le site de la Arava Institute. Si vous cherchez, c'est Arava Institute, il n'y en a qu'un, où vous pourrez voir tous les projets. Et aussi, si vous avez, à nouveau, s'il y a des personnes plus jeunes, ou vous avez des enfants, des petits-enfants, qui sont intéressés pour faire des études d'un point de vue différent, on peut recevoir des credits, des points pour Ben Gurion University. Donc du coup, ça fait partie des études. Moi, j'ai commencé un deuxième master quand j'étais là-bas. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est accrédité. Il y a aussi des partenariats avec des universités d'Europe et des États-Unis. Et donc ça peut vraiment être une expérience en tant qu'étudiant qui est vraiment à part et un peu qui s'écarte de cette bulle francophone qui parfois peut limiter et aussi ne pas encourager forcément les nouveaux immigrants à apprendre d'un nouveau langage. Et ça peut passer déjà par l'anglais qui est très important, mais évidemment être dans un kibbutz où l'hébreu sera autour de vous tous les jours. Il y a une toute petite vidéo normalement de 2 minutes et il y a aussi un lien vers un site. Je peux vous narrer la vidéo sinon. C'est une vidéo dans laquelle les étudiants sont interviewés pour parler de leur expérience et vous verrez qu'ils viennent de partout. Changed my mind. Life-changing. I come here to learn a lot. I wasn't sure what exactly. החודשים הראשונים פה היו סוג של אופוריה. We have a lot of different cultures living together. I'm from West Orange, New Jersey. גר בירושלים. I'm from Brazil, Germany. من בית לחם. I'm from Sudan, Darfur. התרבות הקהילתית שאנחנו מייצרים פה הם משהו מיוחד. לפגוש מציאות שהיא מאוד קרובה אלינו מצד אחד, ומצד שני רחוקה שנות אור מהמציאות שאנחנו חיים בה. Palestinians, Israelis, and like even internationals can study together. احنا بنشارك المياه مع الأردن، مع فلسطين، مع إسرائيل. הגבולות ששמנו, אבל בסוף אין לזה הרבה משמעות. נחל מזוהם אחד עובר בבאר שבע, ואז בכפרים הלא מוכרים. מה מערכת יחסים של אדם וסביבה בארץ? Who still has an access to land and
fresh food. I want to talk to you today about the Dead Sea and how it relates to the way in which we manage water in the region. קורס במדעי האדמה, ואחריו קורס בחינוך סביבתי. The history of this region. מה הסיבות של משבר האקלים. ללמוד את הפוליטיקה של האזור. لازم نقعد مع بعض ونتشاور بخصوص الأمور المتعلقة فينا، فهي راح تكون نقطة بداية. It seems like you're living in a history book, you know, but you're really not. It's really where your friends are being discriminated against. נכנסתי לדירה כזאת, הייתה לי שותפה לחדר ישראלית, וכזה שאר השותפות שלנו לחדר, אז הייתה אחת מג'נין, ואחת משכם, ואחת מירדן, ושותים כאילו כמה יש לי כזה חוסרים בהיכרות. شو بدنا نساوي في هاي الأشياء عشان كل واحد فينا يقدر ياخذ من المستوى المعيشي المطلوب. One of my flatmates, I share a bedroom wall with him. This person falls under a completely different set of rights than I do. It's not just something you hear about, it's really something that, like, in my gut, doesn't sit right. להיות בסופש בבית לחם ולראות את הקיבוץ שלי כאילו ברקע, ואז לחזור הביתה ולספר לחברים כאילו כן, תשמעו, אנחנו חיים פה כל החיים ולא ידענו שהעולם הזה כאילו, זה עולם אחר לגמרי. Our differences can actually, makes the life more amazing. يعني بعطيك فرصة رائعة ومش راح تشوفها بمحل ثاني. להרבה מאוד אנשים המקום הזה נכנס ללב. Donc voilà, ça c'est un peu la vie des étudiants. Merci. Et je vais juste ajouter très vite en fait en parlant du trou qui dans Ayalon à Tel Aviv, si vous avez vu les trous, le sinkhole en anglais, c'est un problème dont j'entends parler moi depuis 20 ans parce qu'en fait la première fois dont j'en ai entendu parler c'était à la Arava Institute par le professeur Clive Lipshin qui était dans la vidéo et qui en fait regarde ce phénomène arriver parce que justement on utilise l'eau et les ressources naturelles de manière tout à fait irresponsable et ces sinkholes ont commencé à apparaître dans l'Aizor, la région de la mer Morte il y a 20 ans déjà et on avait fait un voyage d'études dans la mer Morte, enfin près de la mer Morte pour justement regarder ces trous il y a 20 ans. Et donc c'est vraiment regarder notre région de manière différente et aussi avoir une occasion de travailler ensemble. Je remercie Sarah Perle de nous avoir ramené cette vidéo parce qu'elle est tout à fait représentative du voisinage et de quelque chose de viable avec les voisins. Donc ça, c'est quand même très important de montrer qu'il y a quelque chose qui circule avec les voisins. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant de passer à l'autre intervenant? Je voudrais savoir la raison de ces trous-là. Le problème des trous. Alors je ne suis pas... moi je fais des dialogues politiques et les sadnaot sur la communication et le storytelling, donc ce n'est pas exactement ma spécialité. Mais en fait c'est quand on utilise trop les eaux souterraines, en fait ça crée des vacuums, des trous et des appels d'air et en fait ça crée des trous d'air en fait sous la terre. Et donc du coup ça arrive aussi parce qu'on utilise trop l'eau de la mer Morte aussi pour les produits que l'on vend, mais aussi parce qu'on utilise l'eau des profondeurs. Après, je suis sûre qu'il y a plein de détails. Après, je suis sûre qu'il y a plus de détails scientifiques, mais en gros, c'est par rapport à notre utilisation des eaux souterraines et des trous, parce qu'on l'utilise plus rapidement qu'elles ne se remplissent. Voilà. Bonjour. Quels sont les critères d'admissibilité pour intégrer ce kibbutz, s'il vous plaît? D'accord. Alors, il y a deux choses. Pour être chaver kibbutz, juste pour vivre dans ce kibbutz, c'est encore un kibbutz assez traditionnel avec une chadar ochel, avec les fonds qui sont en commun. Donc, c'est très traditionnel. Donc, ils accueillent des nouveaux membres du kibbutz tous les ans. Ensuite, si vous voulez, pour les étudiants, alors en général, ça se fait ou pour une licence, donc first degree, ou pour un master, mais en général pour une first degree. Donc, nous avons des étudiants qui arrivent en fait après le bac ou après l'armée, ou certains qui viennent pour finir leur licence quelque part en faisant un semestre à l'étranger. Donc on a vraiment tous les cas de figure, sachant que ça peut faire partie d'un parcours académique traditionnel. Merci. Il y a d'autres questions? Ok. Alors on va passer la parole à Steve Elbaz, qui va vous raconter aussi le lien qu'il a avec
notre voisine Perla, Sarah Perle. Alors, pour présenter Steve Elbaz, je dirais qu'il est aujourd'hui directeur de Watergen, sous la présidence du docteur Mikhaili Mirila-Chovili. Il a émigré en Israël en 2003. Il a fait son armée dans l'unité combattante. Il a à son actif 16 ans de réserve. Il a étudié à l'université de Tel Aviv puis à Chicago, fini un MBA, développé l'activité du capital risque avec des grands groupes français. Il est chef d'innovation et de business dans le développement international des groupes européens, cofondateur de la société Nanodrops, qui est une technologie de nanoparticules en gouttes qui permet de corriger la myopie et la presbyopie. Il est partenaire avec Microélectronique pour réduire l'usage de l'eau. Et outre le fait de diriger Watergen, il conseille des privés et des groupes en investissement. Donc c'est à vous. Merci. Ok. Je vous promets, les premiers slides sont un peu déprimants, mais après ça va s'arranger. Donc on se calme. Alors enchanté, moi c'est Steve Elbaz, je suis vice-président de la mobilité du département Watergen, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Avant de commencer à vous expliquer qu'est-ce que Watergen, je commence par la fin. On sait générer de l'eau minérale avec de l'air, en grande quantité, avec une petite consommation électrique, et vous avez nos machines, 2 petites machines qui sont ici pour vous montrer à quel point ça marche dans n'importe quel environnement. Avant de commencer ça, et on le voit aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui dans la presse, c'est cet été, où on a vu la sécheresse dans différents pays en Europe. C'est plus une problématique qui arrive en Afrique ou en Inde ou autre, mais maintenant c'est en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et on arrive à partir de 2025, donc c'est dans à peu près 2 ans, plus de 50% de la population mondiale va être dans des zones où ça va être asséché, où on aura des problèmes d'eau, ou des problèmes d'accès à l'eau. Ça, c'est un premier gros problème. Le deuxième problème que Sarah Perle a mentionné, c'est la contamination de l'eau. Nous savons qu'il y a à peu près 1% de l'eau de la planète qui est buvable. Okay, et nous savons que 1,7 milliard de personnes sont contaminées par an à cause d'eau contaminée. Alors, vous pouvez vous dire, mais attendez, ça arrive où, c'est où, etc. C'est que dans les pays, ce qu'on appelle en développement, mais pas du tout. Ça arrive aussi en Europe et ça arrive un peu partout. Et évidemment, on a des maladies suite à cette eau contaminée. Je vous ai dit, c'est déprimant au début, mais après, on va essayer d'illuminer Israël avec la technologie de Watergen. Et il y a un autre gros problème, c'est la pollution plastique. Alors, la pollution plastique, des bouteilles d'eau, il y a 2 problèmes majeurs. La première, on sait qu'il y a 1 million de bouteilles de plastique qui sont jetées dans la nature et plus de 90% qui n'est pas recyclé. Chaque minute, il y a 1 million de bouteilles en plastique qui sont jetées. On a tous en tête ces images dans les documentaires d'îles en plastique, et on voit ça, etc. Maintenant, il faut savoir faire face à ce genre de problème, et ça, c'est un réel problème aujourd'hui. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré qu'on avait du plastique dans le sang. Là, le problème de la bouteille en plastique, c'est le premier rang. Le deuxième, c'est le transport de cette eau. C'est-à-dire que si vous voulez de l'évian en Californie ou au Pérou, eh ben, de l'évian, ça vient de France. Donc on va devoir faire le transport de cette eau à l'autre bout du monde pour pouvoir avoir cette eau-là. Et ce transport-là, aujourd'hui, de l'eau minérale, représente un grand problème de pollution et de carbonisation. Est-ce que vous saviez que pour faire une tranche de pain, il faut 89 litres d'eau? Pour faire un t-shirt, il en faut 2700. L'eau est partout. Et avec nous tous les jours. C'est un droit basique humain, simple. Et c'est aussi de l'eau qu'on utilise partout dans le monde. Okay, pour chaque chose qui nous entoure. Et aussi pour les plus grandes sociétés aujourd'hui sur le marché, les plus grands groupes aujourd'hui sur le marché en Europe, que ce soit en Allemagne ou au Japon, les grands groupes automobiles ont un problème, ou groupes automobiles ou autres, ont un problème parce qu'ils pompent beaucoup trop d'eau des municipalités. Les municipalités ne leur donnent plus accès à cette eau-là. On a souvent parlé de Ben Gurion depuis le début. Eh ben, pour être réaliste, il faut croire dans les miracles. Ben, je pense qu'aujourd'hui, Watergen représente un beau miracle de la technologie israélienne. Pourquoi? Parce que nous, on sait créer de l'eau en grande quantité, en très grande quantité, avec une consommation minime d'électricité.
Et vous allez comprendre pourquoi et comment on le fait. Aujourd'hui, tous les grands groupes vont utiliser ce qu'on appelle le modèle des 4 R ou des 3 R. Ils vont recycler le plastique, ce qui est très bien, mais ce n'est pas assez. Si on veut avoir une planète plus verte et protégée, c'est tout simplement pas assez. Donc ils vont le recycler, ils vont le réutiliser, ils vont faire plein de manœuvres qui vont essayer de réduire cette consommation de plastique. Et nous, on vient avec une vision totalement différente. On ramène une nouvelle source d'eau à cette terre, une nouvelle source d'eau minérale à cette terre. Quelques mots sur nous, et c'est important aussi de connaître la genèse de WaterGen. WaterGen a été créé en 2009. C'est 3 chercheurs israéliens qui avaient créé un déshumidificateur, donc pour sécher l'air. Ils sont arrivés chez le docteur Mirelashvili, qu'aujourd'hui je travaille pour WaterGen, mais aussi je le conseille. Ils sont arrivés avec ce déshumidificateur, et le docteur Mirelashvili a dit, mais attendez, si vous arrivez à déshumidifier l'air, c'est-à-dire que vous pouvez créer de l'eau avec ça. Ils ont dit oui, on peut le faire, mais aujourd'hui nous avons 3 offres de grands groupes internationaux sur la table, et pour faire de l'eau, il faut beaucoup d'argent. Il leur a dit, avant de vendre, et ils avaient des offres sur la table, avant de vendre votre société, votre technologie, laissez-moi vérifier, laissez-moi une semaine. Je vais vérifier avec mes équipes techniques. Il a pris la technologie, pendant une semaine, ils ont vérifié avec leur équipe technique, il a dit, écoutez, à partir de maintenant, je rachète toute la société, et tous nos efforts vont être pour amener de l'eau minérale au monde entier et partout dans le monde. Comme droit basique humain, on va essayer de faire, certains vont appeler ça du tikkun olam, d'autres vont appeler ça d'autres choses, et lui, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il fait. Donc de 2009 jusqu'à 2016, une période de recherche et développement énorme. Et pendant cette période-là, en 2016, ils ont commencé à développer la réelle technologie qui va produire de l'eau. Donc ça, c'est la genèse de la technologie, et je vais vous présenter après comment elle marche et quels sont les paramètres techniques de cette technologie-là. Aujourd'hui, on travaille dans plus de 90 pays autour du monde. À la fin de l'année, on aura 8 lignes de production dans le monde, donc en Inde, en Chine, en Israël évidemment, aux États-Unis, à Abu Dhabi, et j'en oublie peut-être une autre. On est à peu près 135 employés. On parlait de nationalité dans les sociétés. On est à peu près, on a 18 nationalités. Donc on encourage, on encourage les Olim à venir chez nous. Et, si ils en veulent et ils veulent travailler et ils sont talentueux, ils ont une place chez nous. Il n'y a pas de problème. Nous avons le laboratoire d'eau le plus avancé du Moyen-Orient. C'est quelque chose d'impressionnant lorsqu'on s'en rend compte. C'est dans une simple, entre guillemets, société, on n'est plus une start-up, on est aujourd'hui une grande société, on a le laboratoire d'eau le plus avancé du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on peut donner des services aux sociétés d'eau israéliennes. Et c'est là toute la beauté de la chose. Toute la beauté de notre société, c'est qu'on va performer dans chacun des départements qu'on va essayer de développer. Et la force de notre technologie, c'est ce qu'on a appelé le Genius. Donc c'est cet objet au milieu, c'est un échangeur d'air. On a à peu près une centaine de brevets autour de notre technologie. C'est un échangeur d'air qu'on a réinventé, ou du moins que les équipes techniques ont réinventé. Et en quelques mots, je vais vous expliquer pourquoi on est les meilleurs et pourquoi on est les leaders sur ce marché-là. La première chose, c'est la zone d'opération de notre technologie, c'est-à-dire qu'on peut travailler à partir de 15 degrés Celsius et de 20% d'humidité. Alors là, vous allez me poser la question, mais ça veut dire quoi 15 degrés, 20% d'humidité? En gros, sous 20% d'humidité, vous allez avoir le nez qui saigne, vous ne pouvez pas aller vivre dans ce genre de zone. Deuxième point, 15 degrés, c'est-à-dire qu'on peut travailler partout dans le monde. Ça veut dire quoi partout dans le monde? C'est qu'aujourd'hui, on peut générer de l'eau en grande quantité, à part en Antarctique. Et ça a été prouvé, et aujourd'hui, on développe et on pousse nos solutions un peu partout dans le monde. Mais vous allez me dire, mais attends, en Norvège, pays scandinaves, etc., c'est moins des températures en minus. C'est pour ça que nous avons développé des systèmes qui se mettent à l'intérieur, comme celle-ci, à l'intérieur des bureaux. Et donc là, on peut générer de l'eau à l'intérieur des bureaux. Vous n'avez plus plus de problème de plastique après. Donc ça, c'est pour répondre à la question de les températures minus. Dans les températures du désert, aujourd'hui, nous avons testé dans le Negev. Nous avons financé un des départements du Harav Institute, et je vais en parler après dans un des cas d'usage que nous avons, avec un des camps de réfugiés syriens, où nous avons installé nos solutions dans ces camps-là. Et pour vous dire que notre technologie n'a ni religion, ni couleur, et je pense que, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un droit basique humain, et si on peut amener sa petite pierre à l'édifice, je pense que c'est avec WaterGen. Donc ça, c'est le premier point, le côté opérationnel. Pourquoi nous sommes les meilleurs sur le marché?
Le deuxième point, c'est la quantité électrique. Vous allez me dire, mais attends, mais si tu me consommes énormément d'électricité, ben ton système, il était bien gentil de vouloir sauver le monde, mais tu vas polluer de l'autre côté. Eh ben non. C'est grâce à nos unités R&D, nous arrivons à travailler et à devancer à chaque fois et à améliorer notre système pour avoir une consommation minime. Ce qui veut dire qu'avec un peu moins d'1 kW d'électricité, vous pouvez générer plus de 5 litres d'eau minérale. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous enlevez votre Nespresso machine, vous mettez une de nos machines pour que ça soit un peu plus tangible pour tout le monde, et vous avez un puits d'eau illimité à l'intérieur de chez vous ou dans un village. Maintenant, on peut comprendre si on enlève une Nespresso machine ou on enlève une PlayStation d'un enfant, et ben vous mettez ça et ça marche, vous avez un puits d'eau illimité chez vous, ce qui rend la technologie extraordinaire. Et évidemment, nous sommes faits de plastique et nous avons des produits, je ne suis pas ici pour vendre mes produits, mais pour vous montrer un peu la beauté de la technologie israélienne. Nous avons des produits qui peuvent générer entre 20 litres et jusqu'à 6 000 litres d'eau par jour. Donc, lorsqu'on rentre dans un village, et pour la petite anecdote, je reviens de... Il n'y a pas longtemps, j'étais en Afrique. Je ne vais pas dire le nom parce qu'on est encore en train de travailler avec eux. On est sur le point de réaliser ce projet-là. Mais on était en délégation présidentielle et je parlais avec le président et l'un des ministres et je lui disais, cet enfant qui est dans ce village, qu'on est allé voir dans les villages, on est allé voir sur le terrain, il avait une bonbonne d'eau jaune. Et je lui dis, mais il va faire quoi cet enfant avec cette eau? Il va laver quelque chose? Il m'a dit, non, il va la boire. Alors quand on le voit dans des documentaires, ben, on l'oublie aussi vite qu'on l'a vu. Mais quand on le voit sur le terrain, c'est différent. Si on prend une belle claque et on comprend la mission de WaterGen, d'essayer d'aider le monde et justement d'amener un petit peu, d'amener cette eau à ce village-là. Et on a dit, bon, au côté, il va falloir travailler beaucoup plus vite que prévu, et parce que, voilà, il faut avancer. Aujourd'hui, c'est plus le problème que des pays africains, c'est le problème du monde entier. En Europe, on a vu que tous les lacs ont été desséchés, ils n'avaient plus d'eau, dans leur robinet. Et nous, on arrive avec nos solutions. Et de manière très simple, de 6 000 litres jusqu'à 18 litres d'eau, ça c'est le futur produit qu'on va lancer en fin d'année, qu'on va pouvoir installer dans les maisons. Mais on a aussi ça dans les bureaux, et on a aussi ça je vous donne plusieurs exemples, la machine bleue peut produire à peu près entre 850 et 900 litres d'eau par jour. Imaginez, vous installez ça sur votre bâtiment chez Microsoft, par exemple. Microsoft, il faut savoir, ou tout grand groupe de Fortune 500, distribuent des bouteilles d'eau à leurs employés. C'est normal. Ils font attention à leurs employés. Mais en même temps, ils polluent. Et grâce à ce système-là, ils peuvent justement arrêter de distribuer des bouteilles en plastique et on met ça sur le toit et ça distribue de l'eau minérale à tout le bâtiment. Et ça, en Israël, il y en a des dizaines d'exemples un peu partout dans le monde. On a nos unités internes qui utilisent l'air interne. Alors après, vous allez me poser la question, mais est-ce que tu vas sécher tu vas assécher l'air à l'intérieur de ton bureau, etc. Vous ouvrez une fenêtre, s'il y a une personne qui y est, on sécrète aussi de l'humidité et ça marche parfaitement et ça n'a jamais été controversé. Ça, c'est le système, comment il marche. Je peux en parler après, mais ça reste technique. Et un point, j'ai parlé du transport de l'eau. Lorsqu'on parle du transport de l'eau, un des brevets qu'on a aussi chez WaterGen, on fait de l'eau minérale. Ça veut dire quoi de faire l'eau minérale? On arrive à minéraliser l'eau qu'on produit. Ce qui veut dire, petite anecdote, lorsque j'ai commencé chez WaterGen, ils m'ont dit, ah, t'es français, donc tu dois connaître l'évian. Je fais ouais, comme beaucoup de monde, je connais le goût de l'évian, mais je ne suis pas spécialiste en évian, quoi. Et ils m'ont dit, pour te montrer à quel point notre laboratoire est performant, on va te donner 2 verres. Premier verre d'eau minérale, évian d'une bouteille. Deuxième verre, de l'eau qu'ils ont reproduit. Impossible de reconnaître. Impossible. Je me trompe, mais en même temps, je ne suis pas spécialiste en goût de l'eau. Mais par contre, lorsque vous avez des directeurs, des CEO, un directeur général de société d'eau qui vient et on lui fait le test, là, c'est un peu plus compliqué. S'il n'arrive pas à découvrir quelle est son eau. Faire la différence entre le goût de son eau et le goût de l'eau qu'on vient de reproduire. Pour vous dire qu'on arrive à reproduire au nanomicron près les paramètres de l'eau. Ce qui veut dire que si vous voulez, et j'exagère un peu le trait, mais c'est vrai, de l'eau d'évian au Pérou ou en Californie, on peut le faire avec nos machines. Et vous n'avez plus besoin de faire tout ce transport d'eau à travers le monde. Et ça, ces formules-là, c'est aussi un des grands brevets de WaterGen. Steve, est-ce que vous savez qu'au Japon, ils ont des bars à dégustation d'eau? Ah, je savais pas. Et je crois qu'ils ont une carte de 55 variétés. Ah, eh ben, tant mieux pour eux. Mais en attendant, ils ont toujours pas d'eau pour leur ligne de production et on travaille avec eux aujourd'hui. Donc, on distribue ça un peu partout dans le monde, évidemment.
Et on a le domaine de la mobilité. Donc on a des produits qui se mettent dans votre coffre de voiture ou sur des caravanes ou à l'intérieur des voitures. Nous sommes les seuls au monde, et ça c'est aussi une des particularités de WaterJet, nous savons générer de l'eau en mouvement. C'est-à-dire dans une voiture, dans un bus, dans une caravane, dans un train. Et là vous oubliez tout le problème de est-ce que j'ai pris de l'eau avec moi pour aller faire du camping ? Ou est-ce que... Et dans un bateau aussi, j'ai vu. Dans un bateau aussi. Mais je reste... j'ai déjà trop de travail avec ça pour rajouter les bateaux. C'est des projets que nous avons fait avec le groupe Volkswagen. Alors évidemment, l'une des brands, c'était Skoda. Eux, ils voulaient évidemment tester la technologie israélienne. Et ils sont venus vers nous, ils nous ont dit « On veut tester votre technologie. » Je fais avec grand plaisir, achetez une de nos unités on a des lignes de production qui en produisent, achetez-la et vous pouvez le faire. Ils disent non, on veut la tester dans les conditions les plus sévères, les plus dures, Ils nous ont donné ce challenge-là. On a dit, il n'y a pas de problème, mais c'est dommage. Vous pouvez tester la technologie. De toutes les manières, notre technologie va marcher. Fait, non, on veut la tester dans une voiture de rallye, intégrée dans la voiture. On veut une grosse unité qui produit 20 litres d'eau par jour, et en plus, avec la vitesse, les vibrations, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. On leur a prouvé que ça marchait, et aujourd'hui, on travaille avec eux à un plus grand scale. Pour les caravanes évidemment, pour les vannes, ça c'est la petite boîte que vous aurez certainement très bientôt dans toutes les grandes surfaces où vous allez pouvoir générer de l'eau un peu partout dans le monde avec simplement une petite boîte. Quelques points, maintenant on essaye la mission est belle. Alors moi je suis dans le domaine de la mobilité, mais on travaille assez dur chez WaterJet pour justement essayer d'aider le monde, et lorsqu'on reçoit des photos de nos partenaires qui sont un peu à l'étranger dans des zones assez compliquées, ça fait plaisir de voir ça. Un exemple, une des machines que vous avez vues des 6000 litres, un jour on reçoit une vidéo d'un village au Kenya, d'un village de femmes qui ont été molestées, qui ont eu pas mal de problèmes et qui n'ont jamais vu d'eau minérale de leur vie, qui doivent faire des dizaines de kilomètres tous les jours pour aller chercher de l'eau et essayer d'éduquer leurs enfants. Et on a réussi avec beaucoup de challenges sur le chemin, mais on a réussi à le faire. Et je peux vous montrer après de mon téléphone, on a cette vidéo-là où on voit les gens découvrir de l'eau minérale nos limites. Et ça, c'est extraordinaire quand vous levez le matin pour aller travailler. On se dit, ça fait plaisir quand même de faire partie de cette société-là. Ça, c'est en Afrique du Sud, dans la bande de Gaza. Nous sommes les seuls à pouvoir amener nos solutions dans la bande de Gaza, évidemment en collaboration avec l'armée et les différents ministères. Et eux ont connecté ça dans des hôpitaux et dans d'autres endroits avec des panneaux solaires et d'autres sources pour pouvoir générer en permanence de l'eau pour les habitants ou cet hôpital-là. Et avec un des partenariats qu'on a, et avec le Arava Institute, le Dr Miralashvili a financé un des départements du Arava Institute pour justement aider à amener des solutions dans un camp de réfugiés en Syrie. Et ça, c'est pauvre. Après, c'est composé d'enfants, ils n'ont rien demandé à personne. Et ce n'est pas un secret aujourd'hui qu'Israël aide le monde entier, peu importe si on nous aime ou on ne nous aime pas. C'est aussi la force et la beauté d'Israël. Et c'est un des exemples aujourd'hui où WaterJet donne des solutions ou installe ces solutions dans ces camps-là pour les aider à vivre et à survivre. Évidemment, je peux vous montrer des centaines et des milliers de cas d'usage un peu partout dans le monde, en Italie, en Colombie, en Sierra Leone. Voilà, c'est non-stop. Voilà, messieurs, dames. Est-ce que vous avez des questions? Je ne pas. Alors, si vous avez des questions pour Steve Elbaz, on arrive d'abord ici. Non, monsieur, vous attendez, il y a quelqu'un d'autre déjà. Voilà. Allez-y. Bonjour. Ici. J'ai une question. Quand vous avez les projets où vous ramenez des gros, comme on a vu dans les villages en Afrique, vous ramenez beaucoup des grosses machines d'eau. Comment les gens les récupèrent? Parce qu'au final, ils vont amener avec des bouteilles en plastique, donc il y a quand même une... Non. Alors, le problème de la bouteille en plastique dans un village perdu en Afrique, il est inexistant. Le problème majeur dans un village en Afrique, celui dont je parle, celui dont je pense, le problème majeur, c'est d'avoir de l'eau. Donc, plastique ou pas, ça, on va le mettre de côté une seconde. OK ? Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue des différentes jerrycans en inox ou en métal pour
pour leur assurer une bonne condition de l'eau et une réutilisation en permanence. Après, autour de nos machines, nous avons des dispenseurs d'eau, ce qu'on appelle des couleurs, des sortes de robinets avec des réservoirs où ils peuvent venir prendre leur eau journalière et l'utiliser pour boire, évidemment. Et malheureusement, dans certains cas, ils n'ont rien d'autre que ça pour se laver, pour faire ce qu'on appelle de l'eau technique, quoi. Donc, dans ce domaine-là, oui. Mais lorsqu'on travaille avec des grands groupes, lorsqu'on installe nos solutions sur des toits, et vous pouvez venir, ceux qui veulent venir dans nos bureaux et voir la solution parce qu'elle marche, on l'installe sur les toits et on a distribué à tous les employés des bouteilles en métal, des gourdes en métal, et ils peuvent la réutiliser non-stop. Donc forcément, il n'y a plus de problème de plastique à ce niveau-là. Et l'ordre, ou du moins la règle à l'intérieur du groupe, c'est de faire ça. Il y a des groupes français aujourd'hui, ils mettent en dépôt des verres en plastique qu'ils utilisent et ils doivent rendre. C'est aussi ce dont je parlais des 3 R, donc réutiliser, reclaimer, etc. C'est le même principe. Donc après, ça dépend des pays, ça dépend des cas d'usage. T'imagines bien qu'un village qui n'a pas d'eau et qui galère, et c'est malheureux à dire, mais ils sont à 2 doigts de la mort, et bien là, au moins, on pourra leur amener un peu de vie. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question juste. Ouais. Votre objectif sur le long terme, c'est que chacun chez soi ait cette... Okay. Soit sont ce qu'on appelle, dans le domaine de l'énergie, on appelle ça les prosumers, les producteurs et consommateurs. Donc son propre producteur d'eau et son propre consommateur d'eau. Et là, il n'y aura plus de problème. Merci beaucoup. Et il faut revenir aux verres en verre. Nos beaux verres en cristal, ou même s'ils ne sont pas en cristal. Il y a une autre question, voilà. Ouais. Vous pouvez donner le micro au jeune homme là, qui est derrière. Bonjour. Vous avez dit que pour faire 5 litres d'eau, il faut 1 kilowatt. Un peu moins d'1 kilowatt. Ouais. Bon. Par comparaison, parce que je n'ai aucun critère, quelle est la consommation moyenne d'une famille de 4 personnes mensuelle? Alors, mensuelle, je ne sais pas. Journalière, on prend une règle de 3 à 4 litres d'eau par jour, par personne. 3 litres d'eau par jour. Non, ce n'est pas ma question. Combien une famille consomme de kilowatts? De kilowatts? Je ne sais pas. Vous allez me l'apprendre. Parce que je n'ai aucune... je ne peux pas vous l'apprendre, je vous pose la question. Parce que je n'arrive pas à comprendre si la dépense d'1 kilowatt pour 5 litres est quelque chose d'avantageux ou si c'est quelque chose qui continue de creuser le trou de l'entropie. Alors, plusieurs points pour répondre à votre question. Pour la question de la consommation d'électricité, beaucoup de nos clients et de nos partenaires autour du monde, et d'ailleurs ce projet en Afrique, va être généré par de l'énergie solaire. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de problème. Bon nombre de nos clients sur les plus petits modèles, donc la Mobile Box, une petite boîte qui va générer de l'eau, 20 litres d'eau par jour, c'est généré par de l'énergie solaire. Après, pour une famille, pour l'unité qui sera dans la maison, leur consommation électrique, je ne la connais pas. Il faudrait ouvrir la société d'électricité et on pourra avoir cette donnée-là. Moi, je ne la connais pas. Maintenant, je vais répondre à la question, mais est-ce que ça vaut le coup par rapport à de l'eau minérale? Alors, nous sommes 10 fois moins chers, dépendant des pays, dépendant du prix de l'électricité des pays. Nous sommes 10 fois moins chers en eau minérale parce que nous, on se compare à de l'eau minérale et pas à de l'eau du robinet. Et je vous invite à venir dans nos bureaux et goûter notre eau. Vous pouvez la goûter ici. On se compare à de l'eau en bouteille minérale. On ne se compare pas à de l'eau du robinet. Si on se compare à de l'eau du robinet, c'est autre chose. Mais en nous comparant, et on a fait cette étude-là, et on voit, on est 10 fois moins cher par rapport au prix de l'électricité. Une dernière question. Bien sûr. Vous avez l'énergie solaire n'est pas toujours disponible sous toutes les latitudes. Elle est très abondamment disponible ici, mais probablement dans d'autres pays beaucoup moins. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors ça dépend des endroits. Alors certains endroits, on va utiliser l'énergie solaire pendant le jour. Il va y avoir un stockage d'énergie et pendant la nuit, il y aura une sorte de générateur ou une autre source d'énergie qui va pouvoir faire continuer de générer de l'eau. Et donc on est sur des systèmes hybrides. Mais là, on rentre dans un sujet technique. Mais on va rentrer dans le domaine hybride. Et donc la nuit, forcément, il n'y a pas de soleil. On va pas pouvoir générer de l'eau, mais le jour, on va pouvoir en générer en grande quantité. Vous êtes bien conscient qu'en hiver, ici à Jérusalem, il y a des semaines entières, on est obligé d'allumer le boiler parce que le faible soleil, la faible clarté ne peut pas faire chauffer l'eau.
Alors, et probablement les plaques solaires ne sont pas encore très performantes. Nous, nos partenaires solaires travaillent et nous, on est des générateurs d'eau. Après, ceux qui veulent installer ça avec du solaire, ils le font avec nos partenaires et ils sont invités à le faire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai répondu à cette question lorsque j'ai parlé de nos systèmes en interne. C'est-à-dire que si, évidemment, à Jérusalem, on est à minus -5 ou -10 en été ou en hiver, pardon, mais on travaille en Finlande, on travaille en Suisse aussi, où c'est des températures à minus, et c'est pour ça qu'on a nos systèmes qui sont à l'intérieur de vos maisons ou à l'intérieur des bureaux pour pouvoir générer de l'eau. Et là, à l'intérieur, généralement, vous n'êtes pas à l'intérieur de votre maison, vous vivez à peu près, corrigez-moi si je me trompe, vers 22 degrés, 23 ou 24 degrés à l'intérieur de la maison. On n'est pas en température minus. Donc ça nous permet de générer de l'eau aussi en interne. Donc c'était pour répondre à la question du minus. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question ici? Merci. En tous les cas, bravo. Quel chemin parcouru en 5 ans. Moi, j'ai connu Watergen au tout début. Alors, il y a une question qui vient bien sûr à l'esprit. Je développe des centrales solaires en Afrique. Et en fait, on arrive à définir un coût du kilowattheure, tout amortissement convaincu, avec une installation. Donc on arrive à dire, par exemple, une installation moyenne, telle que vous l'avez montré avec la machine avec 800 litres d'eau par jour, une installation solaire, en fait, le kilowattheure revient à 10 centimes de dollars le kilowattheure, tout compris. Okay. L'installation, etc., l'amortissement, etc., la maintenance. Pour répondre à la question de monsieur, la moyenne de consommation en Afrique, c'est 2500 kilowattheures. Hein, donc c'est le maximum dans les pays même développés, comme le Congo, Kinshasa, etc., par exemple. Troisième question, c'est en fait, quel est le prix du litre d'eau? Comme on calcule de manière complète, c'est-à-dire, je vous ai donné l'information, 10 centimes de dollars le kilowattheure pour le solaire, et maintenant, votre machine amortie est maintenue en état de marche pendant 10 ans et remplacée après, c'est combien? 17, ouais. Alors, comme j'ai donné déjà la réponse à cette question, c'est 10 fois moins cher. C'est-à-dire si c'est 10 centimes au litre si c'est 10 centimes au litre, ben vous divisez par 10. Non, l'eau minérale, ça coûte beaucoup plus cher en Afrique. D'accord. Il y a un coût de transport, on peut dire. Mais avec nous, non. Donc en fait, si je me permets, je dirais, on nous a posé la question, on a installé des centrales avec pompage d'eau et solaire. Alors, parlons des pompages d'eau. On arrive à peu près à un coût qui est de l'ordre de 20-30 centimes le litre d'eau, tout compris. Alors, on va parler des stations de pompe à eau, ça dont vous mentionnez maintenant. Dans plusieurs pays, ils ne veulent plus utiliser ce genre de système. Pourquoi? Parce que, 1, ça prend du temps. 2, l'eau qu'ils vont récupérer, elle n'est pas forcément bonne et saine. 3, la qualité des machines qui sont utilisées, ne sont pas bonnes. Ils doivent les changer tous les mois ou tous les 2 ou voire 3 mois. Dans le meilleur des cas, ils doivent changer les pompes qui sont à l'intérieur de ces systèmes-là. Avec nous, c'est du plug and play. Une fois que vous avez la source d'électricité, vous pouvez installer notre solution. C'est une installation en 1 jour. Donc c'est totalement différent. Et la maintenance? La maintenance, c'est 1 fois par an. Il faut changer les filtres, que je peux vous montrer. C'est le même système pour tous. C'est 1 fois par an un changement de filtre. Et la minéralisation? Dans le filtre. C'est la formule qui est inclue. C'est la beauté de la techno qui est inclue dans nos systèmes de filtration. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes le futur client de Watergen. Mais tout à fait. Ou la compétition. Non, pas de compétition. Je trouve que c'est une technologie formidable. On encourage la parce que ça pallie effectivement au problème de maintenance, notamment en zone africaine, où vraiment le pompage d'eau est complètement détérioré, malgré une maintenance locale. Au bout de 2 ans, ça y est, il y a quelque chose. Il y a le filtre, la minéralisation, tout ça est magnifique. C'est une très belle solution. Ce qui est important, c'est aussi, on arrive à développer l'économie locale de chacun de ces pays-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a un projet face à un gouvernement, je ne parle pas face à des grands groupes, mais face à un gouvernement, on va développer des entités locales, on va entraîner des personnes, on va leur montrer comment installer nos solutions, comment changer, comment faire la maintenance de ces solutions-là, pour pouvoir après s'autosuffire dans le sens où ils vont pouvoir réparer leurs problèmes, réparer leurs solutions tout le temps. Ils ne vont pas avoir besoin de la société israélienne Watergen en permanence, avoir quelqu'un de venir en permanence et avoir des coûts en permanence. Les coûts pour les filtres, sur les grandes machines,
c'est quelques milliers de dollars, c'est 2000 ou 3000 dollars par an pour avoir de l'eau minérale illimitée. Donc, et pour des petites machines, c'est quelques centaines de dollars une fois par an. Et c'est là la beauté de la chose. Merci. Madame ? Écoutez, je crois que vous avez répondu partiellement, en tous les cas, même pas partiellement, totalement, aux questions que je me posais, concernant justement les filtres que j'ai entreaperçus dans votre... Pour aller voir après. Voilà, non mais alors, puisque vous me ramenez à ce que vous avez ici, pour que ça nous ramène à quelque chose de plausible dans cette réalité, quel est le coût de cette machine, justement ? Alors, qu'on se comprenne bien, c'est pas... Il faut que nous ayons... Il faut que nous ramenons les choses à notre échelle. Ah bah, du Tarkless, j'adore. Elle veut du Tarkless. Alors, vous me demandez le prix, parce qu'on vend ça par conteneur. Par conteneur plein, on vend ça. Donc après, il faut avoir un prix raisonnable. Maintenant, le prix pour le consommateur. Et on a des personnes qui sont venues dans nos bureaux dernièrement, ils ont dit, moi j'achète tout de suite, je les veux tout de suite chez moi dans mes bureaux. Alors, etc. Et ils ont payé 4 000 $. Pour cette unité-là. 4 000 $, ce qui n'est pas rien, quoi, en soi. Ce n'est pas rien. Compte tenu de filtres et de quelques centaines de dollars. Vous avez 2 ans gratuits de filtres, mais juste... Non, mais juste pour que ce soit perceptible dans la consommation, j'entends. Et c'est ça qui doit nous parler. Alors, pour que ça soit perceptible dans la consommation, je vais vous donner un exemple des grandes sociétés aujourd'hui qui utilisent les galons d'eau en plastique. Oui. Alors, ces galons d'eau en plastique, ça demande de la logistique. Ça demande une personne à plein temps dans vos bureaux à changer ces bouteilles-là, en permanence. Deuxième point, ça demande de la place, parce qu'il faut les stocker, ces bouteilles d'eau-là. Troisième point, c'est du plastique. Bon, on passe le côté on ne le passe pas, il est important. Non, mais pour certains, c'est pas important, mais lorsqu'on parle du prix, aussi d'avoir une planète verte, ça demande un prix. Mais disons, on le met de côté. Troisième point, le temps que ça demande. Et nous, le transport aussi, transport, et j'ai encore beaucoup d'arguments, je peux parler ici des heures de Watergen parce que j'adore et je suis dédié à cette mission-là. Mais ici, avec je vois que vous réussissez parce que vous êtes, je ne vais pas dire formaté, mais c'est un regard extérieur dans la mesure... On a l'habitude. Voilà. vous essayez fort bien, au demeurant, de nous montrer justement les revers, mais dans l'aspect toujours positif, parce que bien évidemment ça a un coût. Mais moi, vous parliez là notamment de la consommation, mais est-ce que il peut y avoir une échelle, puisque ça l'est pour l'Afrique en tous les cas. Ici notamment, il y a un problème d'eau en Israël, où l'eau du robinet, elle est souvent noirâtre. Voilà. Et mais pas à Jérusalem. À Jérusalem, l'eau est tout à fait buvable et ça a été certifié par des professeurs d'Hadassah. Alors, écoutez, on n'a pas tous ce mérite-là. Je comprends bien. On n'habite pas à Jérusalem, c'est certain. Voilà. Je sais bien que c'est le centre du monde, mais on va essayer de faire dans la banlieue Khol. Alors, s'il vous plaît, merci. Je vais répondre à cette question, c'est important. Alors, je vais prendre l'exemple de l'Europe. L'Europe, on a discuté avec des centres de recherche là-bas, et ils nous ont dit, et en tant qu'Européens, on le voit, ils ne font plus confiance aux infrastructures. Pourquoi ? À cause des pathogènes, à cause de la rouille. Et vous avez dit, dans certains endroits en Israël, peut-être pas à Jérusalem, dans certains endroits en Israël, il y a, lorsqu'on ouvre l'eau, eh ben on voit de l'eau rouge, et c'est un peu de la rouille, quoi, parce que c'est des vieilles installations. Et on ne fait plus confiance à ces installations-là, et on achète de l'eau minérale. Donc le problème, il est existant, mais pas qu'en Israël, il est aussi dans les pays les plus développés. En Europe, aux États-Unis, en Chine, on a ces problèmes-là, et on le voit. Et on voit que tout le monde achète de l'eau minérale. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez parlé de compétition et de montrer le côté positif de la chose. Je vais vous donner un exemple. Bon nombre de mes clients aujourd'hui, moi je suis dans le domaine de la mobilité, donc c'est un domaine assez nouveau, mais j'aide sur les autres départements. Bon nombre de nos compétiteurs, on va dire, qui essayent des gens qui essayent d'acheter de ce qu'on appelle de atmospheric water generation, c'est-à-dire de l'eau qui est générée par l'atmosphère, donc par l'air, reviennent automatiquement vers nous. Tous. Automatiquement, ils reviennent vers nous et ils reviennent vers nos solutions. On leur dit, allez acheter chez les autres, vous reviendrez à un moment ou à un autre. Parce que, ou ils ne respectent pas les conditions de performance, parce que nous sommes les seuls, et c'est breveté,
dans ces conditions de 15 degrés, 20% d'humidité, donc on peut travailler un peu partout. Et c'est ça aussi qui fait notre différence par rapport aux autres technologies aujourd'hui sur le marché. Et la consommation électrique, nous, aujourd'hui, on arrive, je vous ai parlé de moins d'1 kilowatt pour 5 litres. Aujourd'hui, dans mon domaine, on arrive à faire avec 220 watts 1 litre d'eau. Et nos départements R&D poussent la technologie à fond et la développent encore à fond pour pouvoir arriver. Le but, c'est d'arriver à peu près à 50 watts d'électricité pour 1 litre d'eau, ce qui serait extraordinaire, et on travaille là-dessus. On investit énormément dans ce domaine-là aussi. Merci. Rachel, tu avais une question? Alors, allez poser. OK. Alors, on va... Merci. OK. Oui, bien sûr. J'imagine que la performance de production d'eau doit être différente ou la même, quel que soit l'endroit où on l'utilise. Soit quand l'humidité est très élevée ou quand l'humidité est très très basse. Effectivement. Alors, évidemment, ça change en fonction des conditions atmosphériques. Nous avons les conditions maximales, c'est-à-dire à peu près 50% d'humidité et 23 degrés, quelque chose comme ça. Et en fonction, vous avez une quantité d'eau. C'est-à-dire que tous nos produits, ou nos nouveaux produits, on a, et c'est un peu unique pour une société israélienne, on a ce qu'on appelle une climate lab, un laboratoire de climat où on teste et on simule tous les climats à travers le monde pour pouvoir dire cette machine-là va travailler à telle performance, va générer tant nombre de litres par jour en dépendant des conditions. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on montre à nos partenaires et à nos clients. On leur dit, lorsque vous allez avoir 25 degrés et 60% d'humidité, vous allez être au max. Vous allez avoir 6000 litres d'eau ou 900 litres d'eau, etc. Mais si c'est 20% d'humidité et un peu moins de température, alors la machine va générer de l'eau, mais en moins grande quantité. Donc ça coûtera plus cher. Ça coûtera plus cher parce qu'on va devoir pomper plus d'air, évidemment. Mais après, il y a un max. Je m'explique. Si, deux points sur ça. Le premier point, si le système a généré assez d'eau, donc une machine qui doit générer 900 litres d'eau, va s'arrêter à un moment où a généré ces 900 litres d'eau, se met en veille, donc ne consomme plus d'électricité. Ou quelques watts pour justement la circulation de l'eau. Si on rentre dans un système où on n'a pas les conditions atmosphériques, les meilleures conditions atmosphériques, il y a un pic, mais il y a un pic qu'elle ne va pas dépasser. Par exemple, dans la petite boîte que je vous ai montrée, la Mobile Box, le pic est de 350 watts. Ça ne peut pas dépasser les 350 watts. Donc après, évidemment, ça va consommer 350 au lieu de 220. Donc le plus cher, peut-être. Peut-être, mais ça dépend des conditions atmosphériques. Et on fait attention et on prévient nos partenaires en leur disant voici les conditions d'utilisation, voici les meilleures conditions d'utilisation. Si vous êtes d'accord et vous voulez avancer avec nos produits, voilà les conditions dans lesquelles on peut travailler, comment, etc. Merci. Ranaléa, est-ce que tu peux prendre le micro? Bonjour. Bonjour. Quand vous générez de l'eau, comment faites-vous pour désinfecter cette eau de toutes les bactéries? Parce qu'une salle pleine d'humidité a énormément de bactéries et de virus. Alors, plusieurs points. Plusieurs points et plusieurs réponses à votre question. La première, selon les recherches, nous avons 3 centres de recherche aujourd'hui, 2 en Israël, l'université de Ben Gurion, l'université de Tel Aviv et l'université de Khalifa à Abu Dhabi. Et on va signer une 4e université aux États-Unis pour justement la recherche de génération d'eau avec de l'air. Okay, et on s'est rendu compte, avec ces recherches scientifiques, qu'il n'y a aucun impact sur l'eau avec la pollution ou l'air extérieur. Premier point. Deuxième point, nous avons développé des différents systèmes de filtration. Je ne vous ai pas montré la vidéo, mais vous avez à peu près 4 layers, 4 couches de filtration. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de nanomicron de filtration. Après, on peut rentrer dans le détail, mais on respecte les certifications internationales du NSF sur vos bouteilles. Peut-être pas sur celle-ci, mais si, sur cette bouteille-là, vous avez un petit écusson qui s'appelle le NSF. Okay, ça, c'est un certificat international qui vous permet de pouvoir boire cette eau-là. Aujourd'hui, dans le monde, dans le domaine de ce qu'on appelle l'atmospheric water generation, donc la génération d'eau atmosphérique, nous sommes les seuls à avoir cette certification-là. Nous sommes les seuls. Donc, si vous voulez, ça c'est le premier point pour la filtration. Deuxième point, je vais repousser votre question un peu plus loin. Si vous avez généré assez d'eau dans votre machine
ça ne consomme pas d'électricité, mais alors qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle va rester stagnante, et on sait très bien que si l'eau stagne, ça va créer des pathogènes. Eh bien non, parce qu'on a des systèmes de circulation d'eau en permanence dans nos machines, qui vont permettre de circuler l'eau et de la garder fraîche. Donc vous avez pensé à tout. On a essayé. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, alors, merci. Pour ajouter à la réponse pour le monsieur tout à l'heure, c'est que aujourd'hui il y a des systèmes solaires qui ne nécessitent pas autant de soleil. Et même à travers, il y a des spectres qui peuvent ramasser l'énergie même à travers les nuages. Ma question était que, est-ce que vous avez fait une étude qu'en tirant toute cette humidité de l'atmosphère, est-ce que ça va ajouter à la sécheresse de certaines régions? On a souvent cette question, et elle est assez intéressante, et j'ai toujours une collègue et je lui dis arrête de répondre à cette question avec cette réponse. Non, ben, j'adore cette question, elle est ferme, mais en même temps on se dit, ben, si on achète, on va assécher l'air du monde en fait. Ben non, parce que ça se régénère automatiquement, et forcément il y a de l'humidité qui va se créer, que ce soit avec la mer ou les lacs. Si on prend juste la quantité des lacs, j'ai plus les chiffres en tête, justement. J'embête une personne de mon équipe qui à chaque fois répond ça. Je dis mais ça fait aucun sens. Et ben aujourd'hui ça aurait fait sens. Mais si on prend la quantité des lacs qui existent dans ce monde et avec l'humidité que ça va générer, ou du moins l'humidification que ça va générer, alors ça répond et ça se régénère automatiquement en gros. Merci. Alors une dernière question? Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi je pense assez simple. Bonjour David. En fait, si on n'utilise pas cette eau à travers de l'eau qu'on va tirer de la source elle-même, cette eau, elle reste dans la nature. Donc, quelque part, le cycle de l'eau permet à ce que cette eau puisse continuer à alimenter l'humidité normale. Et donc, ça s'équilibre. Je recherche des vendeurs. Alors, Sarah, est-ce que tu peux récupérer une dernière question? Des inconvénients. Le seul inconvénient que je vois, et c'est vrai, c'est pas langue de bois. Aujourd'hui, on ne peut pas aller plus vite que la musique, dans le sens où on doit développer des lignes de production. On doit développer des lignes de production rapidement pour pouvoir répondre à la demande. C'est aujourd'hui notre problème. C'est-à-dire qu'on nous demande en permanence beaucoup d'unités et nous, on ne peut pas forcément répondre à toute cette demande rapidement. Et c'est pour ça que jusqu'à la fin de l'année, on a un travail, c'est d'ouvrir ces 8 lignes de production qui vont pouvoir répondre à une partie de cette demande-là. Aujourd'hui, tout ce qui sort de nos usines est vendu. Tout ce qui sort est vendu. Magnifique. Alors, ça dépend. Oui, c'est un problème de riches, mais vous ne voulez pas décevoir vos clients. S'ils ont payé pour, et encore une fois, pour ça, une machine pour nous, c'est pas grand-chose. Mais lorsqu'on s'engage pour 10 conteneurs pleins de ce genre de machine, ou pour l'utilisateur, c'est extraordinaire. Moi, je vois nos challenges en interne. C'est-à-dire que c'est le côté opérationnel, etc. Et c'est pour ça qu'on ouvre des lignes de production avec des équipes locales qui vont pouvoir donner du service et de la maintenance à tout cela. Merci. Sarah? D'abord, merci. Je voudrais remercier Vanessa pour avoir organisé ce colloque parce que finalement, on est vraiment, après cette période de pause qu'on a eue tous, on a besoin de rêver, on a besoin de concrétiser nos rêves. Et pourquoi je parle de rêve? C'est que j'ai vécu au Kenya il y a une vingtaine d'années. Et je rêvais vraiment de pouvoir boire à satiété alors que je devais attendre que le Kikuyu aille chercher l'eau à la rivière, qu'on le fasse bouillir et tout ça. Donc c'est merveilleux. Et le Kenya, c'est vraiment une région extraordinaire qui apprécie beaucoup les Israéliens. Et je suis très contente de savoir qu'on a un pied là-bas. Et puis en tant qu'artiste, j'ai déménagé et dans mon studio, il a fallu que j'aille à Marsanne. Et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'humidité. Alors pour protéger mes gravures et mes tableaux, on a acheté un humidificateur. Et donc, ça fait je dois tous les 3 jours vider cette eau. Et au lieu de l'acheter maintenant et de ne rien faire, alors peut-être un jour, je pourrais avoir une machine et je pourrais boire cette eau. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour. Il y a à peu près 3 semaines de ça, dans une de la paracha qu'on a lu Shabbat, il y a marqué Limtar hashamaim tishtemaim, c'est-à-dire de la rosée du ciel, tu boiras de l'eau. C'est un peu le principe de ce que vous faites et c'est très bien. J'avais juste une question à vous poser concernant l'Afrique. Puisqu'on sait qu'il y a une désertification massive du Sahel, enfin dans plein de pays d'Afrique, c'est une catastrophe et donc ça crée énormément de problèmes. Où est-ce que vous en êtes dans vos projets dans ces régions-là? Voilà. On recherche à développer en permanence. C'est-à-dire qu'on développe nos marchés en permanence. Maintenant, faut savoir travailler en Afrique aussi. Il faut savoir travailler en Afrique et ça inclut tout ce que ça veut dire.
C'est pas évident. C'est pas évident de passer les différentes barrières pour pouvoir installer nos solutions, mais on accueille toutes les personnes qui veulent travailler avec nous, qui ont des contacts en Afrique. Ben, venez et essayons de voir comment on peut travailler ensemble. Plus pratique que ça, je peux pas être. Merci. Alors,